Un petit mot, vu la qualité des interventions de tout à l'heure, c'est quelque part dire gloire au syndicat. Voilà. Parce que cette parole-là, elle est très forte dans la mobilisation, notamment en l'occurrence, bravo à la CGT, à quelques jours du 1er mai, je crois que c'était nécessaire de le rappeler. Je voudrais vous poser une petite devinette. Qui a dit la réindustrialisation est un des plus grands succès économiques depuis 7 ans? C'est Bruno Le Maire, le 29 mars 2024, à l'usine Renault de Sandouville. Il a même ajouté à ce moment-là, ça va nous permettre de réussir la transition climatique. Bien. Je pose cette question parce qu'il y a eu depuis le 29 mars des conséquences et un bilan électoral. Ils ont perdu les européennes, ils ont perdu les législatives, ça c'est le bilan, mais il y a aussi un bilan économique par rapport justement à ce genre d'annonce. Sur la question justement de l'industrialisation. Depuis 2017, il y a eu en réalité une désindustrialisation du pays. Et par rapport à ce que vous décriviez là, moi j'ai pensé à une chose, c'est que c'est l'anatomie d'une chute, ou c'est plutôt même l'autopsie d'une chute, quoi, qui est celle de l'industrie de ce pays, qui s'est poursuivie, qui avait débuté, je ne sais pas si vous vous rappelez, le PDG d'Alcatel début 2000, qui expliquait, qui vantait une industrie sans usine. Voilà, c'était Chourouk, Alcatel a coulé d'ailleurs, totalement, et des gens comme Le Maire, etc., disent qu'ils ont pris leur distance avec ça, avec cette logique. Pourtant, le moins qu'on puisse dire, c'est que le bilan depuis 2017, il est catastrophique. Alors, juste quelques chiffres, justement pour contrecarrer ce qui est la propagande. La part de l'emploi industriel dans le pays depuis 2017 à fin 2024, et à mon avis, ça s'est aggravé depuis, je vais dire, il a baissé d'1 point. Il y a plus de temps partiel dans l'industrie que dans n'importe quel autre secteur. Et la production manufacturière, elle a baissé 3% en 1 an depuis 2025. Encore un chiffre, 119 ouvertures de sites industriels en 2024 contre 114 ouvertures, 119 fermetures contre 114 ouvertures. Et ça ne faisait que commencer parce qu'au premier trimestre 2025, il y a eu 42 fermetures contre 25 ouvertures. Donc, en bref, tous ces chiffres que je suis en train de vous donner sur la question de l'industrie, je vais venir plus globalement, c'est l'échec d'une politique. Cette politique, c'est celle du libre-échange, c'est celle de la politique de l'offre, la politique de la compétitivité. Alors, quel était le pari? Qu'est-ce qu'il nous expliquait? Je vais faire semblant de croire, parce que je pense que c'est une dimension, que ces gens-là sont aussi des représentants quelque part organique du capital. Voilà. Ça, je crois profondément que Macron est un représentant, j'allais dire, presque familial du capital. Mais au-delà de ça, il nous présentait comme une certaine idéologie. Il disait, la politique qu'on veut mettre en place, elle est simple. Elle est de faire en sorte qu'on mette des mesures fiscales et sociales pour faire en sorte que le capital vienne. Ça va permettre les investissements et puis les emplois de demain. Je dis ça parce que ça, c'est une phrase d'Helmut Schmidt pour les plus anciens chanceliers allemands dans les années 80, qui expliquait ça, qui disait les profits d'aujourd'hui, c'est les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Donc c'est la même politique que Le Maire a très largement revendiquée. En face de moi, ça s'appelle aussi la politique du licenciement. Un jour, j'ai demandé à Le Maire, Bruno, parce qu'on croit un municipal bientôt, c'est quand même Bruno Le Maire, que je lui ai demandé, mais ok, vous favorisez le capital par des cadeaux fiscaux importants, je vais revenir tout à l'heure, par des aides aux entreprises pour l'expansion d'Europe, 200 milliards d'aides aux entreprises par an, d'accord? Et comment vous allez faire en sorte que ces entreprises, justement, du coup, investissent? Moi, je me rappellerai toujours, il m'a répondu, c'est le bon sens. Moi, je vous assure, vous le retrouvez, vous regardez les vidéos, le mec qui répond, c'est le bon sens. Alors, on ne doit pas avoir la même logique. Parce que la question, tout à l'heure, quelqu'un demandait, mais pourquoi ils font ça? Alors moi, je crois tout simplement que ça fait 40 ans qu'on a une version, j'allais dire, absolutiste du capitalisme. C'est-à-dire que cette version absolutiste du capitalisme, elle n'en a plus rien à faire de la question, par exemple, patrimoniale, de garder l'entreprise pour la suite. Bon. Son seul objectif, parce que ça se passe à des nanosecondes, par justement, grâce au libre-échange notamment financier, c'est le profit à court terme. C'est ça qui les conduit. Ce qui fait qu'à certains moments, que vous posiez comme question de savoir pourquoi ils font ça, tellement ça paraît aberrant,
Tout simplement parce qu'ils ne font pas comme nous. Ils ne regardent pas ce qui pourrait être à moyen et à long terme. Ils regardent uniquement le cours de la bourse à court terme. Et si le cours de la bourse à court terme vise à faire en sorte de fermer une entreprise, choix qui se révélera catastrophique pour le pays, pour une région, pour les salariés, et même pour l'industrie en question, on va dire dans quelques années, bah ils le font. Parce que c'est ça qui va être le seul juge de paix finalement de leur santé économique. C'est le cours de la bourse. C'est un autre nom, ce capitalisme-là, ça s'appelle mondialisation financière, capitalisme financiarisé, mais je pense que c'est bien ça qu'il faut comprendre. Bon. Et ce capitalisme-là, on sait que ça fait maintenant 40 ans qu'il dure, hein. Thatcher, Reagan dans les années 80, la chute du mur qui a fait en sorte que le capitalisme puisse développer son emprise absolument sur le monde entier et sur tous les domaines des activités rentables, ce sur quoi il avait dû reculer à la libération, par qu'il avait subi une défaite, notamment concédant que beaucoup de biens fondamentaux, de besoins, soient du domaine public. Je vous rappelle qu'au début des années 80, plus de la moitié de l'économie française est hors marché. Elle est du domaine public. Bon. Ce capitalisme-là, c'est une revanche par rapport notamment à la libération, c'est une revanche pour avoir à nouveau un capitalisme le plus absolutiste possible. Alors le bilan, je vous l'ai donné en termes d'industrie, mais juste quand même, rappelons-nous une chose. La pauvreté en France, elle a pris 2 points de plus depuis Macron. D'accord ? On est recordman d'Europe en termes d'augmentation de la pauvreté. Ils ont dit on a créé 2 millions d'emplois. Alors ça, c'était, là maintenant, ils commencent à être beaucoup plus modérés là-dessus, mais ça, c'était 2 millions d'emplois. Ils nous disaient, jamais on a créé autant d'emplois depuis très longtemps en ce pays. Sur les 2 millions d'emplois, il y a 900 000 apprentis. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire, ils ont fait une politique du tout apprentissage, il y a 900 000 apprentis. Alors, moi, je ne sais pas, vous comme moi, je pense qu'un apprenti, il est là pour apprendre, quoi. On peut même interroger le modèle du tout apprentissage, je l'interroge bien évidemment, mais il est là pour apprendre. Ce n'est pas un équivalent temps point au sens des salariés comme on l'entend. Sur les emplois qu'ils ont créés, par exemple, je dis ça parce qu'en même temps, en ce moment, ils leur font le coup de les assujettir à la TVA. Une des premières décisions de Macron, juste pour voir le rapport organique de Macron justement avec le capital, c'était un projet de loi de finances rectificatif, juillet 2017. Ils ont mis un amendement, je ne sais pas si c'est Ferracci qui est son pote ou un autre, mais ils ont mis un amendement. Cet amendement qui est passé doublait le plafond autorisé pour les auto-entrepreneurs. Ça veut dire que c'était l'augmentation possible de toutes les plateformes ubérisées, etc. Parce qu'à partir du moment où vous doublez votre plafond comme auto-entrepreneur, ça veut dire que quelqu'un peut vivre mal, mais peut vivre d'être auto-entrepreneur. Donc ça a été la création de 700 000 auto-entrepreneurs dans ce pays, c'est-à-dire des travailleurs obligés, c'est-à-dire des travailleurs à la tâche dignes du 19e siècle. Donc ça, c'est le bilan au niveau de l'emploi. Et par rapport à ces chiffres-là, vu la situation actuellement, le chômage est en train de repartir. Alors on vient d'avoir un premier trimestre catastrophique, et on va avoir plus de 8% de chômeurs à la fin de l'année, en sachant qu'en plus, ils ont trafiqué largement, puisque notamment avec les réformes qu'ils ont mis d'application contre les chômeurs, ils ont réussi à sortir beaucoup de chômeurs énormes. Ils nous disaient, par exemple, juste pour montrer aussi la propagande, la France est championne d'Europe de l'investissement en Europe des entreprises en France. Voilà. Alors on vous disait, ils ont bien travaillé, bah oui, ils sont bons, les entreprises, les batteries factories, pas du tout la rentabilité espérée pour remplacer les industries. Puis quand on regarde plus attentivement, on s'aperçoit que oui, c'est vrai, la France, à un moment donné, il y a eu le plus grand nombre d'industries créées par des investissements étrangers. Sauf qu'en volume, c'est absolument faux. En emploi, c'est absolument faux. On est à la moyenne européenne. Ça veut dire qu'on a créé beaucoup d'entreprises, mais que c'était un volume de production finalement très modéré par rapport à l'Europe. Donc ça aussi, ça fait partie de leur propagande. Bon, je ne parle même pas des records cette année de défaillance d'entreprise, 68 000. Donc tout ça pour dire une chose, c'est que y a un seul chiffre sur lequel ils ont réussi, alors là, il faut que là, tout espoir, enfin si, peut-être que l'évolu, c'est qu'ils ont multiplié par 2 les dividendes du CAC 40. Voilà, exactement. Le résultat macroniste, il faut bien le comprendre, c'est non seulement le fait qu'il n'y a pas de réindustrialisation, au contraire, et on vient d'avoir des éléments, c'est le fait que le bilan économique est catastrophique pour tout, c'est le fait que les salaires ont baissé, le salaire moyen en France a baissé, mais par contre, les revenus du capital, eux, ont profité pleinement d'une machine à faire du cash, et du cash pour les plus riches. Ça, c'est cette politique, et qui en plus a évidemment des conséquences. Donc, autre conséquence, sur laquelle moi je planche à peu près en permanence depuis quelques années, qui est la question évidemment budgétaire. Pourquoi ? Parce que ces cadeaux fiscaux faits aux plus riches,
ce que ça a été à travers la flat tax, c'est-à-dire, en gros, c'est le capital social du capital. Vous avez des revenus du capital, vous ne pouvez pas taxer à plus de 30%, c'est ça la flat tax. La suppression de l'ISF, les cadeaux fiscaux, ça fait en sorte que nous perdons maintenant chaque année, depuis 2 ans, 60 milliards de recettes en moins par rapport à 2017. Aujourd'hui, il y a des chiffres qui sont sortis là qui montrent que le déficit en France a explosé. C'est vrai qu'on est parmi les pays de la zone euro, c'est nous qui avons le plus grosse augmentation de déficit. Mais quand on regarde attentivement, on s'aperçoit que, et on est les seuls dans la zone euro, les seuls, c'est que ce déficit, il est créé par le manque de recettes. Les dépenses publiques n'ont quasiment pas augmenté depuis 2017. Par contre, on a perdu 3 points de recettes en PIB. C'est énorme. C'est énorme, et en plus, c'est 3 points de recettes qui vont vers les plus riches détenteurs du capital. Autrement dit, ce pays n'a pas un problème de coût du travail, comme ils disent, il a un problème de coût du capital, dans un moment en plus de récession de l'activité économique, où tout ça nous coûte très cher. Parce que le bilan, c'est que comme ils veulent continuer la même politique, c'est-à-dire nous dire que pour réduire les déficits, il faut non pas s'attaquer au mal endémique qu'ils ont créé, c'est-à-dire les recettes perdues. Et par exemple, mettre en place par exemple 2 taxes, c'est Gabriel Zucman, l'économiste, qui les propose, hein, qui sont pas mal. Les 2, déjà, ça rapporterait 40 milliards d'euros. Hein. La première, c'est sur le patrimoine, ça serait de dire, on fait en sorte de taxer tous les revenus du patrimoine à 2%. Alors vous me direz, 2%, c'est rien, mais figurez-vous que pourquoi ils proposent cette taxe? C'est les revenus du patrimoine à plus de 100 millions d'euros. Hein, vous voyez, on est dans les très chers. Parce qu'on s'est aperçu d'une chose avec les cadeaux fiscaux d'Emmanuel Macron, c'est que depuis 2017, les 175 personnes les plus riches de ce pays, c'est-à-dire vraiment quasiment tous des milliardaires, ils payent entre 0 et 2% d'impôt sur le revenu. Vous avez entendu, 0 et 2%. Pourquoi? Parce que comme les revenus du capital ont été avantagés, ils ont transféré tous leurs revenus du patrimoine vers leurs revenus professionnels, c'est-à-dire les actifs financiers via les holdings, etc. Et ces gens-là, ces 175 personnes, pour être rapide, si vous prenez la tranche des riches en dessous, ceux qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu, ils sont assujettis en termes de taxation maximum sur leur dernière tranche d'impôt à 48%. Et bien ces gens-là, avec leur taxe professionnelle, allez, ils sont à peine à 25%. La différence entre ces 48% et ces 25%, c'est-à-dire 48%, c'est le plafond auquel devraient être assujettis ces milliardaires, ça fait que l'État perd 18 milliards d'euros par an. 18 milliards d'euros par an. Regardez bien à quoi servent 18 milliards. Et je vous donne un autre chiffre pour montrer qu'est-ce que le macronisme et le résultat de cette politique. C'est que les 500 personnes les plus riches de ce pays, elles ont vu leur patrimoine dans le PIB doubler depuis 2017. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est passé, en 2017, ils possédaient 22% du patrimoine. Ils ont aujourd'hui un patrimoine qui représente 40 et quelques pourcents du PIB. Ils ont doublé leur patrimoine. Et comme en même temps ce patrimoine français, le PIB, n'a pas doublé, bah, inévitablement, quand ces gens-là doublent l'heure, c'est qu'ils le font sur le dos des autres. Et ils le font sur le dos de tous ceux qui produisent des richesses. C'est ça purement le macronisme. C'est-à-dire que c'est une adaptation pire du capitalisme, c'est-à-dire celui qui favorise les bénéfices, mais non pas des bénéfices pour l'emploi, non pas des bénéfices pour l'investissement, mais des bénéfices pour accumuler des richesses, comme on a rarement vu dans l'histoire de l'humanité, aux mains de quelques centaines de personnes qui nous coûtent des dizaines de milliards d'euros. Voilà. Donc ça, c'est cette politique qui, je ne sais pas si ça répond peut-être aux questions qui étaient posées tout à l'heure, pourquoi ils font ça? Eh bien, ils font ça pour enrichir leurs potes. Voilà. Et vraiment, enfin, je veux dire, cette confrontation de classes, peut-être qu'elle n'a jamais été aussi évidente, et que bien évidemment, ça rappelle beaucoup d'aspects de l'ancien régime. Donc cette politique-là, c'est ça leur bon sens, c'est s'enrichir. Et je crois que si on regarde justement ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait mettre en place pour s'y opposer, alors je vais pas être trop long parce que Elisa a donné certains aspects, mais je pense que une des raisons, des manières déjà de s'opposer à cette politique, ça serait déjà de rompre avec cette politique de l'offre. Voilà. On nous prépare un projet de loi en 2026 où ils disent qu'ils vont baisser de 40 milliards les dépenses publiques. Ils vont non seulement continuer à attaquer les budgets de tous les différents ministères, notamment du ministère de l'Environnement,
mais maintenant ils vont attaquer les collectivités territoriales. Je m'arrête là-dessus une seconde. Les collectivités territoriales, depuis 2017, elles assurent 70% de l'investissement public. Si vous baissez les budgets des collectivités territoriales d'une manière ou d'une autre, vous éteignez le dernier feu de l'investissement public dans ce pays. D'accord? Et comme en réalité, la part de l'investissement privé a baissé par rapport à l'investissement, autrement dit, vous voyez le résultat économique que ça peut produire, notamment en termes écologiques. Ils ont dit qu'ils vont attaquer le budget de la sécurité sociale. Et ça, ils vont y prendre de plusieurs façons. Ils vont réaugmenter le nombre de jours de carence, ils vont y revenir, ceux qui les avaient accepté de ne pas augmenter, ils vont dérembourser des médicaments, et ils imaginent même proposer que les plus riches, finalement, soient moins bien remboursés parce qu'ils sont plus riches. Alors, à première vue, on se dit, tiens, bon, ça semble peut-être mal. C'est juste la casse du système assurantiel de solidarité de ce pays. Parce qu'évidemment, les plus riches, évidemment, on leur dit demain, vos médicaments ne sont pas remboursés au niveau, ils diront, ok, alors pourquoi on cotise? Et on prend des assurances privées. Donc, ils sont en train de casser le système. Et puis, je l'ai dit, ils vont attaquer des budgets qu'ils sont en train de faire, là. Ils viennent d'annoncer déjà 3 milliards d'émissions de crédit. Je donne un seul exemple, donc peut-être deux exemples. Le budget de l'environnement. D'accord. Au moment même où tous les économistes s'accordent, y compris Pisani-Ferry, qui était un économiste proche de Macron, pour dire que pour respecter les accords de Paris, il faudrait 37 milliards de plus d'investissement d'État par an sur la question de l'État, hein, parce qu'il en faudrait autant dans le privé, dit-il, pour la transition écologique. Eh bien, le budget du ministère de l'Environnement l'an dernier, il a baissé de 2,5 milliards. Et comme là, ils viennent de décider de baisser 500 millions en plus dans un budget, sans faire budget rectificatif, on va en être à 3 milliards en moins de politique environnementale, alors qu'il faudrait 37 milliards en plus. D'accord? Donc si ça ne s'appelle pas du Trumpisme, comment ça s'appelle? Pareil sur l'aide au développement. L'aide au développement fondamentale, non seulement pour le développement, la coopération par rapport aux pays du Sud global, mais même par rapport aux intérêts de la France, parce qu'on a intérêt, d'une manière ou d'une autre, à aider des pays avec lesquels aussi on peut avoir des rapports, y compris des rapports commerciaux. Ça a baissé de 50% l'aide au développement. Alors après, on peut toujours taper Trump, il a raison de le faire, sur le fait qu'il supprime carrément toutes les aides au développement telles qu'il a décidé, mais 50% de baisse de l'aide au développement, ça représente quand même un paquet. Je ne vais pas vous donner tout le détail de ces baisses budgétaires, mais vous dire juste une chose, c'est qu'en plus, cette politique de gribouille, cette politique qui attaque les besoins, elle a économiquement, c'est une catastrophe parce que là, tout le monde est d'accord, quand vous avez un reflux de l'activité économique, et actuellement on a un reflux de l'activité économique dans le monde qui datait d'avant Trump, mais qui a accru depuis les décisions de Trump, eh bien quand vous baissez les dépenses publiques, vous avez un aspect récessif sur l'économie. Il faut comprendre que les dépenses publiques, contrairement à ce que vous disent à longueur de temps des économistes libéraux, c'est des recettes aussi. Quand il y a des dépenses publiques, ça apparaît en recettes dans le PIB. Pour une bonne raison que chacun comprendra. Vous recrutez des fonctionnaires, vous les payez, ils consomment. D'accord? Donc c'est des recettes. Vous décidez demain de construire des hôpitaux, de construire des écoles, etc. Ça fait travailler le BTP. Donc c'est des recettes. C'est à tel point des recettes que ça fait 2 années, 2 fois de suite, après la crise des subprimes, et là maintenant l'an dernier, où l'activité économique en France n'a pas rentré en récession, contrairement à l'Allemagne, grâce aux dépenses publiques, parce que le marché privé, lui, était à taux. Donc cette politique, en plus, elle est stupide par rapport à même des questions macroéconomiques. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut peut-être se rendre compte d'une chose, c'est qu'au moment où le monde bifurque, c'est-à-dire au moment où, sous les coups de boutoir de ce que fait Trump, et moi je suis sûr que pause ou pas, ça va continuer comme ça, le monde capitaliste est en train de changer dans le sens où, appuyé sur le libre-échange, il est en train de s'appuyer, notamment parce que les États-Unis sont en train de perdre sur la question du libre-échange, notamment par rapport à la Chine. On est rentré à nouveau dans une période où ça va être un affrontement de blocs économistes et impérialistes entre eux. C'est un nouvel ère du capitalisme qui commence, et que donc continuer la même politique que celle qu'on fait depuis des années, en croyant aveuglement au libre-échange, en croyant aveuglement, je veux dire qu'en faisant des cadeaux au revenu capital, on va favoriser l'emploi. Tout ça va nous mettre totalement à contre-temps de la nouvelle période économique dans laquelle on rentre. Ça, c'est le premier constat et qu'il faut évidemment faire. Et à partir de là, je pense que les mesures à prendre, elles sont, si demain on gouvernait ce pays, et elles seraient, à mon avis,
entre guillemets, assez simples. La première chose, c'est d'arrêter cette politique de l'offre. Toutes les entreprises en France actuellement ont un problème de demande. Il n'y a pas assez de demande parce que la consommation supplémentaire s'écroule, etc. Donc il faut arrêter avec cette politique et notamment aller chercher les recettes dont je vous ai parlé tout à l'heure, ne serait-ce qu'en revenant sur les cadeaux fiscaux on n'irait pas très loin, vous voyez, ça ne serait quand même pas la révolution, mais ne serait-ce qu'en revenant les cadeaux fiscaux de Macron, on récupérait 60 milliards d'euros par an. Il faut aussi une politique d'investissement fort dans tous les domaines de souveraineté industrielle dont on a parlé. Les Allemands sont en train de décider qu'ils vont mettre 500 milliards d'investissements dans leur industrie, et notamment dans la défense, qui d'ailleurs, soit dit en passant, est aussi une inquiétude, notamment pour suppléer leur industrie automobile faiblissante. On parlait des Chinois tout à l'heure, sur l'industrie chimique uniquement. Les Chinois, sur l'industrie chimique, c'est un investissement de 100 milliards de dollars par an, entre 25 en Europe et aux États-Unis. Donc, au moment où il y a des puissances économiques qui décident, notamment par rapport à une transition industrielle, de mettre dans l'investissement, nous, en tout et pour tout, on a investi pour le moment 1,7 milliard d'euros dans l'industrie de l'armement. Ça a été la décision d'une réunion à Bercy où j'étais il n'y a pas longtemps, qui s'est appelée Base industrielle technologique de défense, où ils ont décidé de mettre 1,7 milliard. Moi, je pense que ce n'est pas dans la défense qu'il faut mettre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi ces gens-là ont attendu des années pour prendre le problème du bras-le-corps, notamment le problème de la planification de l'urgence écologique, qui touche la question de la chimie. Parce que si en France, on peut produire de la chimie de manière moins polluante qu'ailleurs dans le monde, c'est bon pour tout le monde. Pourquoi ces gens-là, ils n'ont pas depuis des années fait la même chose, c'est-à-dire proposé, voilà, le round où j'étais, ils ont réuni tous les industriels pouvant agir sur le manière de la défense pour essayer de voir comment pouvaient se faire des synergies. C'est pas été très loin, mais au moins il y a une tentative. Pourquoi n'ont-ils pas fait depuis des années une base industrielle technologique pour le climat, qui aurait permis par exemple de constater que, évidemment, il faut garder de l'industrie chimique dans ce pays, et que tant qu'à faire de garder de l'industrie chimique dans ce pays de façon à être souverain, eh bien, il faudrait peut-être essayer de forcer, par exemple, au lieu de revendre Vancorex à des entreprises chinoises, avec tous les dégâts que vous avez dit, il aurait peut-être été bon ton, d'une manière ou d'une autre, de forcer Arkema à racheter Vancorex. Ce qui était largement possible si on regarde le chiffre d'affaires d'Arkema. Et puis s'ils ne le veulent pas, de passer par la nationalisation. Toute cette politique-là, c'est une politique qu'ils ne mettent pas sur place, pour les mêmes raisons que je vous ai dit tout à l'heure. C'est qu'ils pensent que le bon sens va l'emporter et que, d'une certaine manière, s'il y a une industrie, entre guillemets, traditionnelle ferme, il y aura bien une autre industrie nouvelle pour ouvrir. Et ça n'existe pas. Notamment à partir du moment où on touche le cœur industriel, qui est la question de l'industrie chimique. Donc, il faut revenir à une politique, Isa l'a dit tout à l'heure, de souveraineté, de protectionnisme solidaire. Ça veut dire quoi le protectionnisme? Ça veut dire qu'on protège notre industrie si on l'estime nécessaire, notamment sur les secteurs stratégiques. Moi, vous parliez des brevets. Moi, j'ai défendu une entreprise il y a quelques années, PPG, qui à Besançon, ex-Hutchinson, qui fabriquait du mastic pour l'aviation. Ils ont une boîte à racheter PPG. C'est un peu la même histoire qui était posée que l'entreprise chinoise fait. Ils ont racheté le PPG. Et puis ils ont fermé le PPG, ils sont partis en Angleterre, ils sont partis avec les brevets. C'est-à-dire que même si les salariés de PPG voulaient assurer d'eux-mêmes la continuité, ils n'ont même plus le droit d'utiliser les brevets. Donc évidemment, là-dessus aussi, il y a des décisions à prendre qui sont des questions de souveraineté sur la question des brevets. Ça a été dit par Elisa aussi, c'est qu'il serait peut-être temps d'écouter les salariés, qui sont quand même les meilleurs experts. On l'a vu tout à l'heure par rapport à des têtes d'offres qui n'ont que le cours de la bourse en tête et qui prennent des décisions aussi surréalistes que incompétentes et problématiques. Voilà. Je pense que cette question du protectionnisme solidaire, si possible, il faut la faire dans l'Union européenne. Mais si on ne peut pas la faire dans l'Union européenne parce que les pays européens n'ont pas tous les mêmes intérêts, alors il faudra le faire avec les pays européens qui auront les mêmes intérêts que nous pour la lancer, pour la produire, pour la mettre en place. Mais il est évident d'une chose, c'est qu'au moment où on a cet affrontement entre blocs, on ne peut plus se permettre, ou alors, ça ne sera plus anatomie de chute, puis chute, ça sera la chute tout court, quoi. On ne peut plus se permettre de laisser partir nos fleurons industriels comme on le fait depuis 2017
et comme on le fait encore au moment où on parle, alors même que les mêmes nous expliquent qu'il faut au moins, le Cornu l'autre jour nous dit, il faut au moins récupérer notre souveraineté en matière de défense, dit-il. D'accord? Et il dit, on a laissé partir les poudres, etc. C'est une catastrophe. Il est bien gentil, mais on laisse partir Vancorex. C'est quoi cette politique absolument incroyable où il diagnostique les problèmes qui ont été posés et il propose de faire exactement la même chose? En plus, enfin, bon, je pense que ça dépasse l'entendement pour les raisons qu'on aura compris. Donc je pense qu'il faut mettre cette place politique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus d'accords commerciaux. Je pense qu'à partir de là, il faut essayer d'aller négocier des accords commerciaux avec d'autres blocs économiques, mais gagnant-gagnant quelque part, et sur la base de ceux que je viens de décrire. Et puis il faut aussi très certainement, et je termine là-dessus, parce qu'il y a un vrai problème d'électricité, notamment dans l'industrie chimique. Donc on va sortir là de l'arène fin 2026. Je pense qu'il faut rompre absolument avec le marché européen de l'électricité qui fait en sorte qu'on paye l'électricité à un coût bien supérieur à l'électricité que nous produisons dans ce pays. Ça aussi, c'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas acceptable, que ce soit pour les industries, pour les collectivités territoriales, etc., etc. En résumé et en bref, je pense qu'on est dans une période de l'histoire qui n'a qu'un équivalent. C'est avant la guerre de 14. Avant la guerre de 14, ça va peut-être paraître surprenant à certains d'entre vous, mais il y avait déjà une mondialisation capitaliste. Il y avait eu une période de libre-échange qui s'est terminée en affrontement entre blocs économiques et on a vu la suite de ce que ça a pu donner et on est dans cette période. Et moi je crois que la question qui est devant nous, c'est que ce capitalisme absolutiste, pour essayer, j'allais dire, de s'en sortir, il faut très clairement assurer la rupture très claire, très nette avec lui. Alors on peut me dire, oui d'accord, mais comment on fait pour changer les choses? Moi ce que je crois, c'est que nous, en tout cas, LFI, on est prêt à le faire avec qui veut. Et que je remarque un sujet, c'est qu'en juillet 2024, à 19h50, tous les sondages nous donnaient le Rassemblement national en tête. Et au final, c'est le NFP qui est passé en tête. Autrement dit, je crois que là, la question qui nous est posée, au-delà des mobilisations du 1er mai, mais c'est aussi très vite, le plus vite possible, de censurer le gouvernement en place. D'essayer de faire en sorte de bousculer ce qui se passe, ne serait-ce que parce que ça a été très clairement dit par les représentants syndicaux ici, on n'a pas le temps d'attendre. On est quelque part juste à la limite, où si on laisse même fermer des entreprises d'une plateforme comme celle de la région grenobloise, on voit bien qu'à un moment donné, ça a été dit, je ne sais plus lequel d'entre vous dit, ça ne sera plus récupérable. C'est-à-dire qu'on est vraiment à un moment où les choses peuvent totalement basculer, et pas basculer dans le bon sens pour l'économie et les besoins du coup de la population française. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire à quelques jours du 1er mai, où on a intérêt aussi à se mobiliser sur ces questions. Merci.